Stanislas Bless, tu as 30 ans, tu es vaudois, tu es le cofondateur et responsable des finances de Kexman, la première plateforme suisse de services pour feu inox lancée en 2021. Ton entreprise propose location, nettoyage et gestion logistique de fûts aux brasseries et acteurs du secteur des boissons avec une approche qui allie économie circulaire et digitalisation. Ce qui rend ton parcours particulièrement inspirant, c'est le pivot que tu as opéré avec tes associés. Vous vouliez initialement lancer une brasserie, mais en sondant le marché, vous avez identifié un problème majeur. La gestion des fûts inox était complexe, coûteuse et aucune solution flexible n'existait. Vous avez alors fait pivoter le projet vers Kegsman, financé à 100% par des fonds familiaux. 2 ans après le lancement, l'entreprise était déjà rentable, avec un chiffre d'affaires multiplié par 3, un parc de 15 000 fûts, 87 brasseries partenaires, et vous avez même développé votre propre logiciel de tracking en collaboration avec un client devenu chef de projet. Aujourd'hui, en parallèle de Kexman, tu as cofondé en 2024 Pshit, qui propose des cocktails prêts à servir en fût et en canette pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, café et bar. Et comme si ça ne suffisait pas, tu es également sapeur-pompier depuis 2021. Stanislas, merci beaucoup d'être avec nous. Mais avec grand plaisir. Merci de faire cette interview avec nous, nous présenter un petit peu et montrer ce que ça fait. Bah, je me réjouis de cet échange avec toi parce que tu es vraiment très sympathique. Et on disait tout à l'heure, tu t'es lancé, vous vous êtes lancé en 2021. Qui dit 2021 dit pandémie. Comment on fait à lancer en pleine pandémie une entreprise dans ce domaine-là? Alors, l'idée qui en est venue, c'est qu'en fait, donc surtout les 3 personnes opérationnelles de la société, à la base, il faut savoir qu'on vient pas du tout du milieu de la boisson. Il y a plus un côté finance et puis un côté, commercial dans la sécurité. Oui, ben, pendant le covid, comme beaucoup de gens, on était un peu stationnés à notre maison en télétravail et puis, comme je crois beaucoup de gens aussi, on a eu plein d'idées qui sont venues. On s'est amusé, on a décidé, de s'amuser à faire un business plan sur la bière, sur la brasserie. Suite à quoi on a poussé notre idée à vraiment acheter des kits et à faire de la bière dans nos cuisines, avec les dégâts que ça apporte. De la bière partout, des explosions. Mais on s'est bien amusé. On avait lancé le plan marketing aussi sur, comment est-ce qu'on allait nommer notre bière, quelle est un peu l'image de marque qu'on voulait. Et suite à ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème logistique au niveau des fûts, que ce soit au niveau de la disponibilité des fûts à l'achat, la gestion pour une brasserie et on trouvait pas de solution en Suisse flexible pour faire justement de la location courte durée, longue durée pour des fûts. Surtout quand on se lance dans un projet, des fois, on aimerait bien juste potentiellement avoir des fûts, mais pas forcément les acheter et c'est comme ça qu'on a découvert des solutions qui existaient déjà à l'étranger et on s'est inspiré de leur modèle pour créer la première plateforme en Suisse. C'est un très bon modèle, ça, pour quelqu'un qui veut lancer sa boîte. Donc, en fait, il y avait un besoin qui n'était pas comblé selon vous, puis vous êtes allé chercher des solutions ailleurs. Et donc, du coup, je vais utiliser ce terme, c'est pas le terme plagié, mais vous vous en êtes inspiré. C'est bien ça? Exactement. J'interromps cet épisode très brièvement pour te dire que si tu es à Genève, si tu es à Lausanne, Neuchâtel ou le canton du Valais, si tu es à ton compte, indépendant, si tu es dirigeant de ta propre entreprise, qu'elle soit petite ou grande, ou même si tu es salarié et tu représentes une entreprise, on t'invite à assister à un de nos événements. Tu les trouves sur cartonnet.com. L'idée de ces événements, c'est de sortir, de briser la solitude de l'entrepreneur, de rencontrer d'autres personnes qui rencontrent les mêmes défis que toi, d'échanger sur tes difficultés, de trouver des nouvelles idées, obtenir des déclics. Et on t'invite donc à faire ça. Cartonnet.com, ça se passe maintenant. Donc en fait, c'est même un brasseur, qui nous a donné l'idée, enfin donné l'idée, qui nous a dit que ça existait à l'étranger. Il nous a donné, je crois pas qu'il nous avait donné les noms d'entreprise, mais il nous avait donné les pays dans lesquels ça se faisait et bah, là-dessus, on a fait des recherches, en l'occurrence, de connu en tout cas, ça existait déjà en Angleterre, beaucoup, depuis plus de 20 ans, en Australie de façon plus récente, en Nouvelle-Zélande, c'était un peu lié à l'Australie et puis depuis peu en France, ça a commencé à exister et du coup, on a fait nos recherches, on a étudié la chose, et puis on s'est dit: «Ben, pourquoi pas nous?» et on a étudié ce business model, savoir comment est-ce qu'on pouvait l'adapter à la Suisse
Et puis après, je crois qu'on en parlera un peu plus loin, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à savoir s'il y avait vraiment du besoin en Suisse ou pas? Ouais, ça c'est un point important. Le pivot, il est quand même assez important entre vouloir faire une brasserie et puis finalement faire en sorte que les brasseries deviennent nos clients. Effectivement, on va en parler peut-être plus tard. Tu dis on, tu n'es pas seul en fait, tu as des cofondateurs, tu veux nous parler d'eux, c'est qui, pourquoi eux? Alors oui, pourquoi alors faut savoir qu'à la toute base, moi je faisais même pas partie du projet. Au tout début, c'est vraiment, Vladimir Bolnes, mon frère aîné, ainsi que Simon Amigo Weidemann, qui est un très bon ami à lui, qui collaborait en l'occurrence dans le monde, financier. C'est eux qui ont eu cette idée de créer une brasserie et moi je les ai rejoints parce que j'étais, en train de faire un brevet fédéral de marketing et vente et du coup, je voulais utiliser mon travail de brevet pour un projet qui était concret, qui était en l'occurrence, la brasserie. Hem Par contre, au moment du pivot, j'étais présent et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, le pivot, il s'est opéré, ben, suite à ce besoin, mais également parce que finalement, on s'est dit: «Est-ce qu'on veut vraiment être la» je sais plus combien il y en avait à l'époque, mais la 1400e brasserie de Suisse? Sachant que c'est un score pour la Suisse, c'est presque un record parce on était en tout cas jusqu'à peu le pays avec le plus de brasseries par tête d'habitant, ce qui est assez incroyable. Et du coup, on s'est dit: «Est-ce que vraiment on veut être une brasserie de plus? Ça va être compliqué, on est dans le canton de Vaud, il y a déjà des grosses brasseries bien établies, même d'un point de vue artisanal. Ou alors est-ce qu'on veut pas se dire: "Bah, il y a beaucoup de brasseries qui ont peut-être besoin de ce service et nous devenir le premier à proposer ce service en Suisse"?» Bien joué. Et qu'est-ce que ça fait alors de s'associer avec, donc tu as parlé de ton frère, de ton père, si j'ai bien compris, bosser en famille, quels sont les pour et les contre? Alors, déjà ce qui était intéressant, c'est que, bah, en l'occurrence, mon père Philippe Blesse, c'est la personne qu'il a fallu convaincre avec un business plan qui tenait la route parce qu'en l'occurrence, c'est le financier principal. Hem, Qu'est-ce que ça fait de travailler? Bah, au départ, je pense, au début, c'est cool, honnêtement, surtout qu'on avait une bonne ambiance, enfin, je veux dire, ça se passe bien, il y a pas de problème et puis, petit à petit, on se rend compte que la relation au travail n'est pas forcément la même que la relation, que ce soit amicale ou familiale et il faut savoir jauger avec ça, en fait. Donc on a pris nos marques là-dessus aussi. Je pense que même tous les jours, on apprend un peu plus à séparer un petit peu le quotidien travail et puis le quotidien familial. Je dirais que là où ça a le plus impacté, c'est dans le reste de nos membres, de famille. Parce que quand on se retrouve à une, réunion familiale ou bref, à un repas et puis que ça commence à parler de ça, ça devient compliqué. Donc on s'est un peu mis une règle de plus trop en parler en famille. Parce que je crois Voilà. que nos dames en avaient un peu ras-le-bol aussi. Donc ça, il a fallu un peu manager et puis après dans la relation au sein de l'entreprise, et ben, il a fallu un peu trouver ses limites, se réorganiser, trouver qui avait quel rôle et puis s'y tenir. Et ça, c'est un travail qui est venu petit à petit, qui a eu des moments un peu plus compliqués et puis je pense qu'on a appris à le gérer maintenant et c'est devenu naturel maintenant de travailler ensemble. Ok. La vôtre, Kexman, ce n'est pas une boîte de pur service, ou en tant que pas que, vous n'êtes pas une agence qui vendait votre temps, il a fallu investir, il y a même un logiciel que vous avez fait développer, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais voilà, investir dans le dur, faire des achats. Si on peut parler d'argent, on parle de quel montant qui a été investi, et est-ce qu'il y a un investissement ou l'autre sur lequel vous avez douté au début, qui vous a fait peur, ou une anecdote à ce niveau-là? Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on y allait crescendo. Hem, En 2021 quand on s'est lancé, le plus gros du budget finalement, c'était, l'acquisition de fûts, pour pouvoir démarrer l'activité, l'acquisition d'une laveuse de fûts, pour pouvoir, bah, évidemment récupérer les fûts, les nettoyer, les reconditionner, les remettre, prêts à l'usage et puis, finalement le loyer pour un local, heu et puis après il y a deux trois petites fournitures, mais c'était surtout ça. Donc, faut savoir qu'on a commencé avec 1000 fûts, c'était notre première acquisition. Grosso modo, si je dis pas de ouais, c'est juste, on a lancé l'activité avec un fonds de départ de 100 000 francs. Donc ça, au départ, j'ai envie de dire, c'était certes, c'est de l'argent, hein, bien sûr,
Mais disons que c'est un risque qui est encore mesurable, ou disons que si on se cassait la figure, bah, certes, ça fait mal au porte-monnaie, mais c'est gérable. Petit à petit, on a eu une augmentation de demande, donc on a dû racheter 3000 fûts supplémentaires en 2022. Donc ça, c'était courant 2022. Donc là, de nouveau, c'était assez pondéré par rapport à la demande qui était sur le marché. Donc ça, c'était jouable encore. Et puis ensuite, là où il y a eu vraiment le nœud compliqué, où il fallait prendre une décision, c'était quand il a fallu acquérir les du coup 11 000 fûts restants par rapport à notre stock actuel, et également investir dans une application de suivi. Pourquoi? Parce qu'à la base, on suivait nos fûts avec un simple fichier Excel, même si on avait déjà anticipé l'utilisation d'un logiciel. Sachant que tous nos fûts aujourd'hui sont, depuis le premier fût acheté, ils sont gravés avec un numéro de série et puis un QR code unique. Euh, Au moment où il a fallu sortir ça, bah là, ça a été très différent. Il a fallu faire un réinvestissement, grosso modo, d'environ 800 000 francs supplémentaires. Et c'est un investissement familial, vous êtes bootstrappé ou vous Exactement. avez... Donc ça, Ah oui, c'est vraiment les quatre actionnaires de base, donc Philippe Blaise, Vladimir Blaise, Simon Amigo Weideman et moi-même, qui à un moment donné ont réinjecté cet argent. Et bah là, la discussion était beaucoup plus sérieuse. Parce que vraiment, là, on rentre dans des montants qui sont très importants. Euh, Là, pour le coup, l'échec peut être plus compliqué à gérer. Que ce soit d'un point de vue financier, c'est sûr, parce que bah, le capital s'en va, mais surtout parce que 15 000 fûts, du moment qu'on fait faillite, faut les replacer, faut les liquider, et c'est pas aussi facile que, je sais pas moi, une agence qui a finalement juste des licences informatiques, et puis bah, il suffit de payer jusqu'à la fin de l'année, et puis c'est fini, terminé. Donc là, ça a vraiment été une grosse discussion. Puis il y avait aussi la partie salariale qui rentrait en compte à ce niveau-là. Parce que petit à petit, il y a les actionnaires devenaient aussi salariés de l'entreprise. Du coup, prenaient des risques en lâchant leurs emplois pour se donner à 100% dans cette activité. Et puis, le logiciel, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'investir dans un logiciel, dans notre propre logiciel? C'est tout simplement parce que sur le marché, on n'arrivait pas à trouver un logiciel qui corresponde à nos besoins. Ça existait déjà des logiciels pour la gestion des fûts, mais c'était plus orienté brasserie. Donc, moins une gestion logistique, c'était plus en annexe, la solution logistique des fûts. Eux, ils avaient plus un programme qui gérait toute la partie création des recettes, euh, production de bière, et puis après, par le fait du besoin du fût, c'était venu un peu en sus. Mais il n'y avait pas vraiment de tracking du fût, savoir où étaient les fûts, où est-ce qu'ils étaient chez quel client, est-ce qu'ils étaient perdus, ce genre de choses. À savoir que quand on parle de notre logiciel, c'est pas un tracking automatisé, on va dire, c'est un tracking manuel. C'est-à-dire que le fût, on lui attribue un état au moment d'un scan. Donc propre, sale, plein, il peut être bloqué, il peut être en réparation, et puis aussi il peut justement être attribué à un client. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait notre tracking. On a étudié la partie géolocalisation, traçabilité avec les antennes Wi-Fi, mais finalement, le coût de l'opération par rapport à la gestion du flux était beaucoup trop élevé. Et que ce soit pour nous ou pour nos clients, c'était pas forcément avantageux. Il fallait presque mieux perdre des flux que d'avoir une solution trop poussée, trop avancée. Merci, merci Stanislas pour toute cette transparence. Avec plaisir. Donc, si je comprends bien, vous êtes passé de 1000 fûts en 2021 à 15 000 en 2023. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça quasiment une hyper-croissance quand même. En 3 ans, faire un fois 15, pas seulement l'investissement, mais il y a tout le travail qu'il y a derrière, et forcément les clients qui vont avec. Tout augmente en fait. Comment vous avez vécu cette croissance extraordinaire en 2 ans? Alors, beaucoup de joie, évidemment, parce que ça veut dire qu'on n'est pas non plus trop faux dans notre business model. En revanche, il a fallu adapter beaucoup de choses, ne serait-ce que notre offre de base qui était adaptée à des petites brasseries, mais pas forcément à des brasseries de taille moyenne ou grosse, où là, les calculs étaient différents dans leur façon de travailler. Donc ça, il a fallu trouver des solutions. Ça nous a permis aussi, vu que nous, c'est un domaine qu'on explore en même temps que nos clients, j'ai envie de dire à la base, il a fallu comprendre aussi
le marché, comment est-ce qu'il fonctionnait le marché de la boisson. En l'occurrence, la bière, parce qu'à la base, on était vraiment sectorisé sur les brasseurs. Mais comment est-ce qu'ils fonctionnaient? Comment est-ce que ça pouvait leur être d'utilité? Et puis surtout, la grosse question, je pense, comme tout matériel qui se loue, c'est à quel moment donné ça reste intéressant pour le client de continuer à louer ou à un moment donné d'acheter des fûts. Donc ça, c'est quelque chose il a fallu réfléchir plusieurs fois. Je vais pas te cacher, on a perdu des clients qui se sont mis à acheter des fûts. Après, c'est assez drôle parce qu'il y a des clients qui se sont mis à acheter des fûts, mais finalement, ce qu'ils avaient acheté leur suffisait pas parce qu'eux aussi étaient en pleine croissance. Du coup, ils sont revenus louer une autre partie. Donc, nous, on a vraiment voulu donner cette flexibilité, d'avoir des locations longue durée ou courte durée. On a vraiment la location au jour. Donc, moi, j'ai même des clients qui, des fois, débarquent le lundi, puis ils me ramènent les fûts le lundi de la semaine d'après. Donc, c'est vraiment, ils remplissent, ils ont l'événement, ils nous ramènent. Donc ça a été une grosse partie de notre travail, c'était de comprendre la gestion, d'un point de vue de nos clients. Après, l'autre partie dans cette croissance qui a été, compliquée à absorber, mais on a trouvé des solutions, c'était aussi d'un point de vue, manpower, quoi. C'est-à-dire, à la base, il faut savoir qu'il y avait uniquement un associé qui était dans la société. Tous les autres travaillaient autour, mais on était à 100 dans d'autres domaines et il a fallu prendre des décisions d'à partir de quand est-ce que le deuxième rejoint à 100 et ainsi de suite. Donc ça a été des réflexions financières aussi, sachant qu'on voulait suite aux différents investissements qu'on voulait faire, on voulait pas forcément réinjecter de l'argent. On voulait cette fois-ci partir d'un point de vue plus organique. Et puis, après, ça a été la gestion aussi. Il a fallu, j'ai envie de dire quasi tous les 2 mois, se restructurer, de savoir qui faisait quoi. Parce que, au départ, on faisait un peu tout, du marketing, de la comptabilité, de la gestion opérationnelle. Et puis petit à petit, il a fallu se dire: «Bon, bah, maintenant, toi, tu t'occupes vraiment de la partie clientèle prospection, toi, tu t'occupes vraiment de la partie opérationnelle, toi, tu t'occupes vraiment de la partie comptabilité». Donc finalement, on a dû presque refaire un recrutement à l'interne. C'est-à-dire se dire: «OK, qui fait quoi, en fonction de ses compétences, en fonction de ses disponibilités?» C'est clair, parce que quand tu passes d'une personne à deux et ensuite à trois, bah, mine de rien, et c'est des sujets qu'il faut aborder. Les On va revenir sur ce côté organisation et structure, mais si on parle de croissance, comment vous envisagez l'avenir? Parce que tout à l'heure, tu disais 1400 brasseries, si j'avais bien compris, en Suisse, donc le marché, il est quand même compté. Quelle est la suite de la croissance potentielle de Kexman? alors, déjà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est très actif, sur la Suisse romande, mais il nous reste encore, tout le marché suisse allemand à développer, avec le Tessin également. Savoir qu'au niveau répartition, on va parler uniquement des brasseurs pour l'instant, au niveau répartition de la masse clientèle potentielle, il y a grosso modo 85 des brasseries suisses qui se trouvent entre Berne et Zurich, dans les alentours, hein, mais donc concrètement, on a pas mal de choses à développer en Suisse allemande. Hem, on a encore une marge de progression assez grande là-bas. Donc c'est aussi un peu le but de cet achat de 15 000 fûts, c'est qu'on a prévu aussi, heu, l'augmentation de l'utilisation de nos fûts, pour éviter de devoir en racheter à chaque fois, que ça augmente un tout petit peu. Donc à l'heure actuelle, les 15 000 fûts ne tournent pas en Suisse romande. Il y a une grande partie, mais pas les 15 000. Le Tessin aussi est un acteur intéressant, même si c'est beaucoup plus petit, mais ça reste, la boucle, on va dire. Cette croissance, bah, je sais pas si tu vois sur la carte là derrière, mais on a dû aussi, l'analyser, savoir comment est-ce qu'on voulait faire. À la base, en 2024, on est parti sur l'idée d'ouvrir une deuxième structure en Suisse allemande. Donc avoir un local avec une laveuse. Heu, Au départ, c'était, nous qui nous débrouillons pour, monter dans la succursale, s'occuper des clients. Puis petit à petit, l'idée, c'était de pouvoir engager quelqu'un là-bas qui puisse aussi faire et de l'opérationnel et de la vente et petit à petit, agrandir l'équipe. On s'est rendu compte que d'un point de vue structurel, c'était une énorme charge, compliquée à absorber, surtout que c'était difficile pour nous avec le la charge de travail qu'on avait. De libérer quelqu'un du canton de Vaud pour aller vraiment, démarcher la Suisse allemande avec les kilomètres que ça impose. Le fait que, ben, s'il y a pas de secret, si on veut démarcher jusqu'à Zurich, il faut prendre des nuits d'hôtel, il faut rester sur place. Puis, bah, ça, on a quand même aussi nos vies privées qui sont pas mal impactées, donc fallait un peu jauger ça.
La décision qui a été prise, et ça c'est grâce à un de nos partenaires, c'est qu'on a fermé le local qu'on avait en Suisse allemande, euh, qui était bien, mais relativement coûteux. Et nous avons travaillé avec la société Émile Heger, qui est une société de transport et logistique. Donc en fait, sur les 5 succursales que nous avons à l'heure actuelle, c'est en fait surtout une base de travail dans le canton de Vaud. Nous avons une autre équipe qui travaille. Et puis, dans le reste de la Suisse, c'est uniquement des dépôts de stockage où on a des fûts propres, des fûts sales. Et du coup, ça nous permet de pouvoir avoir du stock à travers la Suisse. Nos clients peuvent aller récupérer et ramener les fûts dans ces stocks. Et puis nous, après, on fait des échanges de camions complets avec la société Milliger pour justement renouveler le stock dans les différentes succursales. Donc ça, c'est vraiment un point qui a été crucial pour nous. On a mis du temps à le mettre en place. Déjà parce qu'on n'avait pas tout de suite la solution entre les mains. Et finalement, ce qui a été important pour nous, c'est de savoir qu'en ayant 4 succursales supplémentaires, ça nous coûtait la même chose que d'avoir notre propre local, notre propre laveuse en Suisse allemande. Donc ça a été une évolution qu'on aurait peut-être voulu connaître plus vite, mais parfois on est plus intelligent par la suite. Ça nous aurait fait économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ensuite, pour la suite de l'évolution de la société, on a aussi diversifié notre clientèle. Euh, Là, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que depuis grosso modo fin 2022, mi-2023, on a quand même une baisse de consommation de la bière en Suisse, ce qui a entraîné la fermeture de beaucoup de petites brasseries. Il y a beaucoup de petits acteurs du marché qui ont fermé. Les gros acteurs ont eu des soucis, hein. Euh, c'est de notoriété publique. Boxer s'est fait racheter il n'y a pas si longtemps que ça. D'autres brasseries parlaient de problèmes financiers. Donc là, on s'est dit, oulala, attention, on est en train de perdre des clients. Pas forcément. C'est vraiment quasi tous les clients qu'on a perdus, c'est par arrêt d'activité. Donc là, on s'est plus renseigné, on a été plus loin, et puis on a vu que dans des pays comme aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, un peu en France, le monde viticole utilisait beaucoup les fûts aussi. C'est quelque chose qui a existé en Suisse il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, puis qui avait, d'après ce qu'on a entendu dire, eu des soucis. Pourquoi? Parce que les vignerons s'étaient mis à faire du fût, et du coup, ils piquaient les lignes des brasseurs dans les bars et restaurants. Et du coup, il y a une guerre qui a un petit peu commencé. Sachant que les brasseurs étaient propriétaires des lignes de fût, ben, on sait qui a gagné la guerre. À l'heure actuelle, c'est une tendance qui revient, à savoir que, toute proportion gardée, aux États-Unis, il y a une entreprise qui s'occupe de faire la commercialisation du vin en fût, et eux, ils ont dépassé le million de fûts sous gestion. Alors, bien sûr, c'est les États-Unis, c'est pas la même proportionnalité en termes de population, mais ça nous a tout de suite intrigués, et pour le coup, ils sont assez ouverts sur leur site, assez transparents. Et on a pu comprendre comment est-ce qu'ils géraient le vin. Est-ce que ça avait vraiment une altération dans le fût? Qu'est-ce qui se passait? Non, apparemment, le fût est vraiment exceptionnel pour le vin. À savoir que c'est un peu la même chose pour la bière. Le fût est meilleur qu'une bouteille de bière. Une bouteille, il y a les UV qui peuvent altérer la bière. Voilà, c'est le produit un peu plus fragilisé dans une bouteille de bière, alors que dans un fût, c'est hermétique, c'est fermé. Il n'y a rien qui peut se produire. Et quand on tire la bière du fût, ou le vin, finalement, il n'y a jamais d'oxygène qui est inséré dans le fût. C'est du gaz qui est inséré. Euh, à part deux, trois petites différences techniques, on s'est rendu compte que le vin n'avait aucune altération dans le fût. Et ça, on a fait un test avec une œnologue dans notre région qui a validé. On a laissé du vin plus d'1 an et demi en fût, avec des tests entre deux. Donc le produit était quand même touché tous les mois. Et avec des tests à l'aveugle, on a pu passer les 1 an et demi du vin dans le fût. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un autre domaine qu'on est vraiment en train de travailler en ce moment. D'ailleurs, on sera présent au salon pour les producteurs de vin à Agrovina à Martigny en début d'année prochaine pour pouvoir présenter notre solution. Et là, on commence déjà, on travaille avec une petite dizaine de vignerons qui mettent du vin en fût. Je pense que c'est bon là ce que tu partages comme état d'esprit sur comment se renouveler lorsque le marché envoie des signaux de changement. Dans un autre ordre d'idée,
Je peux te demander quelle a été pour vous l'importance du réseau, du networking, le fait de connaître les bonnes personnes pour se développer? Alors, le networking, déjà, pour nous, ça a été un accélérateur, que ce soit tant au niveau clientèle qu'au niveau partenariat. À savoir que en 2022, nous avons été admis au sein du groupe Genilem, qui est c'est une fondation qui soutient des projets de start-up romandes. Déjà là, ça nous a permis de nous faire un peu plus connaître, de bénéficier de leur réseau, tout simplement sur les réseaux sociaux. C'est aussi grâce à eux qu'on a eu on a eu une émission qui est passée nous voir à la RTS, donc l'émission basique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient organisé un entretien avec des journalistes. Donc ils font chaque année une rencontre entre les journalistes et les entrepreneurs. Et puis bah, si ça débouche sur quelque chose, ça peut arriver sur un article, une émission radio, une émission télévision. Donc ça, c'était le premier point d'un point de vue marketing, image, se faire connaître. Ensuite, d'un point de vue vraiment pour développer la société, on se rend compte que le réseautage, que ce soit tant par des acteurs étatiques que commerciaux, euh, ça permet de déboucher sur soit des nouveaux clients, soit des nouveaux secteurs auxquels on n'aurait pas pensé. Si je reprends l'exemple du vin, alors on y avait pensé, on avait commencé à travailler dessus, mais là, c'est petit à petit vraiment des acteurs qui travaillent dans les sphères moitié étatiques, moitié fondation au niveau du vin vaudois, euh, qui en ce moment nous donnent des conseils et nous aident à nous développer à ce niveau-là. Donc c'est plus, il n'y a pas vraiment d'aide financière ou d'aide publique, mais on va dire que c'est des personnes qui nous donnent des idées, qui nous disent qui contacter, et ça permet d'accélérer. Euh, Ce réseautage permet vraiment d'atteindre aussi des personnes cibles dans les grandes entreprises, où des fois on a de la peine à rentrer en contact. C'est vrai que de se faire ouais, et puis de se faire Ouais, je introduire suis par quelqu'un persuadé. qui, je sais pas moi, qui est le directeur d'un département de l'État de Vaud, qui est responsable de je ne sais quelle fondation, ça nous permet vraiment d'atteindre la bonne personne, et puis surtout elle nous répond rapidement en général. C'est clair, la recommandation, c'est clairement hyper puissant. Et en plus, comme tu dis, le fait de rencontrer des personnes dans d'autres secteurs, ça nous donne des idées qu'on n'aurait pas eues tout seul si on avait la tête dans le guidon, ou de recevoir des conseils. Et à propos de conseils, si tu pouvais revenir en 2021, rencontrer le Stan de 2021, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Euh, au moment de créer Kexman? c'est intéressant ça comme question. Parce qu'il y a beaucoup de choses à la fois. Non, premièrement, je lui dirais réseaute plus vite, honnêtement. Ça, c'est un point qu'on néglige, mais au début, on a l'impression qu'on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps d'aller, ne serait-ce que boire une bière avec un groupe d'entrepreneurs qui nous ont dit, mais viens boire une bière ce soir. C'est bête à dire, mais j'ai vraiment, dans ces cas-là, des fois trouvé des débouchés. Parfois, j'ai eu des discussions qui se sont arrêtées, qui sont menées à rien, mais ça a quand même donné des idées. Et ça, je pense, c'est très important en tant qu'entrepreneur de comprendre que ce temps-là, c'est pas du temps perdu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je lui dirais, utilise des outils plus rapidement pour te structurer, en termes de temps, en termes de gestion du temps. Et puis, fais vite la part des choses entre ce qui est important, urgent, important, et ce qui est, en guillemets, à déléguer ou voire même à abandonner. Euh, J'avais déjà une petite expérience, petite, assez intéressante au niveau de l'armée à ce niveau-là, parce que j'ai gradé à l'armée, puis ça, c'était quelque chose qui était très important. Surtout au niveau des cours de répète, on avait très peu de temps pour s'organiser, donc c'est vraiment un outil que j'utilisais, mais que j'avais de la peine à appliquer dans le monde civil, surtout dans le travail où j'étais à l'époque. Oui, je devais m'organiser, je faisais quand même des gros appels d'offres dans le métier où j'étais à l'époque, donc il y avait cette notion-là, mais quand on est dans une entreprise, en tout cas d'une certaine taille, on peut s'appuyer sur des collègues, on peut s'appuyer sur des outils déjà existants. Là, il a fallu tout recommencer, et surtout seul. Et je crois qu'un point très concret qui m'est parvenu de par notre expérience, mais aussi de la part d'expérience d'autres entrepreneurs, c'est concentre-toi sur ton métier. Est-ce que tu peux déléguer, délègue. Et vraiment, le plus concret, c'est la comptabilité et la gestion administrative.
Ça, c'est quelque chose, voilà, je connais d'autres entrepreneurs qui sont dans d'autres domaines, ils m'ont dit, mais ça, si on avait su, on aurait délégué plus tôt. Et il faut pas avoir peur de payer un prestataire pour faire ça, parce que vraiment, ça vous dégage un temps de fou. euh, Parce qu'on se rend pas compte si on n'est pas assez bon dans la comptabilité en fin d'année, voire début d'année suivante, le temps que ça prend pour faire ces rectifications. Euh, et puis surtout, c'est un aspect important d'une entreprise. Connaître où sont ses chiffres, où est-ce qu'on en est au niveau du flux de trésorerie, et puis surtout, bah, une déclaration d'impôt d'une entreprise, c'est quand même très important. Tout ce qui est TVA, ça peut vite vous causer des soucis. Donc ça, c'est vraiment un point capital où je dirais, les domaines que tu ne maîtrises pas, va avoir des conseillers, même si ça te coûte un peu d'argent. C'est des conseils en or que tu nous Avec donnes. plaisir. Merci Stanislas. Plusieurs de ces erreurs, je les ai faites Ouais, je moi-même. On peut pas. D'ailleurs, tu as abordé des sujets sur lesquels on va absolument revenir, le fait de se structurer, le fait de gérer le temps. Tu as parlé un peu de réseautage, mais ça, on en a déjà parlé. Peut-être passons brièvement à une partie un peu mindset, et après on revient sur encore plus du concret. Est-ce que toi, tu as un dicton, un proverbe, un mantra que tu affectionnes particulièrement? Alors, il est très bête, mais je dois dire que depuis le début où on a lancé nos sociétés, je suis passé par, je pense, tous les stades possibles et inimaginables dans ma tête et dans mes tripes. J'ai fait mes 2 mois d'insomnie, j'ai vraiment j'ai tout fait. Il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver, mais c'est de se réveiller le matin et de se dire, lève-toi, ça va le faire. Dans le sens où l'échec peut toujours arriver, mais je crois que l'échec, c'est aussi une opportunité. Mais il faut des fois savoir accepter qu'on a fait 3 pas en avant, on est revenu peut-être des fois même 4 pas en arrière, mais il faut toujours avancer et ne jamais se morfondre sur une situation compliquée, que ce soit au niveau des finances, au niveau, de la relation clientèle, beaucoup de choses, voire même des fois des déceptions. Hem, il faut avoir le courage de se dire, «Mais continue» et je pense que, un jour, mon père m'a dit quand j'étais un peu au bout du gouffre, j'avoue que j'étais vraiment au bout du rouleau et il m'a dit: «Bah, dans 10 ans, on rigolera bien autour d'un verre de vin». Donc voilà, c'est un petit peu le mindset Magnifique. que je pourrais essayer de transmettre, et que j'essaye de garder parce qu'il faut surtout se le garder, pour soi-même aussi. Oui, oui, oui. Maintenant, tu as quand même 4 ans d'entrepreneuriat à ton actif. Est-ce qu'il y avait des idées reçues ou des mythes ou des croyances que tu avais sur le monde de l'entrepreneuriat qui font qu'aujourd'hui, tu les as cassées, tu vois les choses différemment? Quelque chose que tu aimerais partager avec ce sujet? Oui, oui, non, ce que j'aimerais surtout dire, c'est moi j'entends beaucoup des fois que ce soit, sur les réseaux sociaux ou en discussion, des gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est, se retrouver dans un, je sais pas moi, un espace de coworking avec, des petits palmiers, je sais pas moi, une tireuse à bière en libre service, puis on se passe toujours des moments cool, on joue au ping-pong. Alors je sais pas, ça a peut-être été vrai pour certaines boîtes qui ont levé des gros fonds et puis qui ont pu se le permettre, mais non, c'est pas des vacances. L'entrepreneuriat, c'est pas compter ses heures. Après, il faut pas tomber dans le cliché non plus, pour moi en tout cas, de, l'entrepreneur qui se lève à 4 heures du matin et qui finit tous ses jours à 23 heures. Je pense que si tu en arrives là, c'est qu'il y a un souci, profond dans l'organisation et c'est impossible de tenir, si tu comme ça. Il y a sûrement des exceptions dans ce monde qui ont cette capacité, mais je pense que pour le commun des mortels, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint et tu dois savoir te ménager. Chose qu'un certain temps, j'ai pas su faire, que ce soit ça s'est ressenti sur le plan familial, sur le plan personnel, j'ai beaucoup moins vu, des connaissances, hem, j'ai ramené de la frustration et de l'énervement aussi à la maison et ça, c'est des choses que ça, pour le coup, je dois dire que c'est assez récent. J'ai appris ou j'apprends, on va dire, à gérer et à faire la part des choses. Donc ouais, des fois, on idéalise beaucoup l'entrepreneur.
La chance que j'avais, c'est que je connais quand même des gens qui pas forcément des gens qui ont lancé leur entreprise, mais qui ont récupéré des entreprises familiales, des petites PME et finalement, sur beaucoup de points, on se retrouve encore. Dans le sens où, en tant que propriétaire de ton entreprise, tu dois trouver du chiffre. Tu dois, nous, on a la chance de, entre guillemets, de pas encore avoir d'employés à qui il faut absolument trouver du travail, mais je connais des personnes qui ont des entreprises dans le bâtiment ou dans la restauration et il y a ce stress permanent de remplir le carnet, ouais, de gérer le flux de trésorerie et finalement, c'est quelque chose qui disparaît jamais et ça, c'est toute une inquiétude qui n'existait pas quand j'étais, employé. Déjà, j'étais dans une très grosse entreprise, donc on avait moins ce rapport avec la partie finance, mais finalement, je dis pas que c'est plus facile, mais en tant qu'employé, si on perd son job, on a un peu la sécurité du chômage. On a cette partie, on se dit: «Bon, bah, OK, j'ai le temps de rebondir». Quand on est entrepreneur, on sait que du jour au lendemain, s'il y a plus rien, il y a plus rien. Il faut liquider les affaires qu'on a en cours, et puis on peut s'en prendre qu'à entre guillemets, «qu'à soi-même» quand on n'a pas trouvé assez de clients, quand il y a des choses et puis c'est se remettre en question en permanence, permanence, en permanence. Donc C'est vrai. vraiment, je veux pas, que les gens le prennent mal. Il faut pas penser que l'entrepreneuriat est un esclavage, ça pas au contraire, mais c'est vraiment une autre dynamique et il faut rester positif tout le temps, et en fait, finalement, ce que j'en ai déduit et ce que j'ai aussi entendu sur pas mal de grands entrepreneurs, assez connus, soit en France ou aux États-Unis, c'est que finalement un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe son temps à régler des problèmes. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon de trouver un product ou service market fit, c'est résoudre un vrai problème dur, douloureux, urgent et reconnu. Ça, c'est tout à fait vrai. On peut passer à la partie un peu plus stratégique, prise de décision. Vous êtes quatre, si j'ai bien compris, ou trois à prendre quatre, vous prenez des décisions à quatre. Comment vous faites pour prendre les décisions avec clarté? Petit aparté pour préciser que la question de la clarté stratégique et du passage massif à l'action, c'est clairement ce qui m'a aidé le plus à progresser dans mes business ces derniers 2-3 ans. C'est vraiment ces deux choses, la clarté stratégique et le passage massif à l'action, qui m'ont fait le plus avancer. Comment? Grâce à un mastermind, un groupe de pairs, petit groupe de confiance où je pouvais exposer des problématiques et rien que le fait de pouvoir en parler et de bénéficier de l'intelligence collective de ce groupe, ça m'a vraiment permis de me débloquer, sans compter la saine redevabilité envers ce groupe, parce qu'on se fixe des objectifs et très régulièrement, on fait des points pour savoir où on en est. Alors si ça t'intéresse, si toi aussi tu veux briser ton plafond de verre, où que tu sois en francophonie, tu peux aller sur cartonnet.com, tu cherches la rubrique Mastermind, et là tu vas voir comment ça fonctionne, comment on fonctionne, quelles sont les règles, quels sont les critères aussi pour rejoindre un tel groupe Mastermind. Et peut-être que tu pourras postuler. Ce que je t'invite à faire, moi c'est ce qui m'a le plus aidé. Je suis ravi d'avoir créé ce Mastermind et peut-être, qui sait, on se croisera. Donc tu vas sur cartonnet.com et tu cherches Mastermind. Tu peux le faire maintenant si tu es pressé, ou sinon je t'invite à regarder quand même la fin et la suite de cet épisode. Cartonnet.com, tu cherches Mastermind. Disons que ça, c'est aussi des choses qu'on a appris. Déjà, on a défini ce qu'il fallait prendre comme décision les 4. Est-ce qu'on pouvait aussi prendre comme décision à un comité plus restreint? Hem, Là, il a fallu s'appuyer sur les compétences de chacun aussi et puis surtout apprendre à structurer une proposition. Heu, Bah, je prends pour exemple le fait de déléguer, l'administratif par exemple à une entité externe. Bah, on on regarde la chose en face. On se dit: «OK, est-ce que nous, c'est notre travail de faire cet administratif ou est-ce qu'on peut le déléguer?» Ensuite, si oui, combien ça nous coûte? Et puis est-ce qu'on peut se le permettre? Là, je pense que la force qu'on a entre nous, c'est que on va dire qu'il y a des esprits dans notre équipe qui sont beaucoup plus analytiques, des esprits qui sont beaucoup plus à comprendre, l'ensemble de l'idée
Et la balance des 2 fait qu'on arrive toujours à trouver une décision qui soit commune à tout le monde. Hem et surtout, ce qui a été important à mettre en place, c'est si on n'est pas d'accord, on s'explique. Pour éviter les frustrations, éviter les problèmes. C'est vrai que, s d'un certain côté, c'est plus facile quand on est seul, directeur d'une entité. S'il y avait un seul fondateur puis que les employés, bah, les décisions seraient peut-être prises plus rapidement, plus facilement. Mais il y a peut-être moins ce côté collaboratif où nous, on expose vraiment l'idée aux autres et bah, soit c'est simple et puis la décision est vite prise, soit elle demande un peu plus de réflexion et puis chacun part faire ses recherches et revient avec les choses qu'il a trouvées. Donc ouais, je dirais que c'est surtout la communication qui est très, très importante. Communication, communication, expliquer pourquoi et puis s'il y a vraiment quelque chose qui pêche, s'il y a vraiment un souci, hem je pense que le plus simple, c'est de se baser sur le rationnel et puis de faire, les plus, les moins et puis, en tirer le bilan. Tes réponses, pardon, sont vraiment très complètes parce qu'elles anticipent mes questions que j'aurais posées en t'écoutant. Je pense à des questions, en fait, tu y réponds après. Merci beaucoup. Tu gères quand même deux entreprises, on en a dit tout à l'heure. Donc, il y a Kexman et ça, il y a Pchit, hein, comme le fait d'ouvrir une canette. Comment on fait en fait? Est-ce qu'il y a de la data d'une entreprise qui te sert à l'autre ou tu dois vraiment switcher entre deux états d'esprit complètement différents? Est-ce que tu peux nous en parler justement d'un point de vue stratégie, clarté, prise de décision? Comment tu fais? Alors, il a vraiment fallu dissocier les 2 entreprises. À savoir qu'au tout départ, Sheet était un département de Kexman, on va dire. Dans le sens où, quand on a voulu d'abord tester notre marché, on n'allait pas créer tout de suite une entité. Donc, c'était bien au départ pour tester sans trop de frais. Après, à un moment donné, il a vraiment fallu prendre la décision de séparer, pour plusieurs raisons. La première, c'était quand même que c'est pas du tout le même domaine d'activité. C'est dans la même globalité de marché, ça oui, ça reste dans le monde de la boisson, mais un fournit des services aux producteurs de boissons, l'autre vend de la boisson. Donc déjà, d'un point de vue comptabilité et juridique, c'était pertinent de séparer les activités. Après, d'un point de vue stratégie, gestion des entreprises, on a aussi finalement de par leur activité, de gestion fondamentalement différentes. Si on va regarder, Kexman, c'est purement du B2B. Heu, les quelques B2C qu'on a, c'est vraiment des gens qui, je sais pas moi, des amateurs de bière qui viennent louer 3, 4, 5 diffus pour, venir, s'amuser à faire de la bière parce qu'ils font ça par passion. Mais il y a pas une idée de marketing, de démarcher ce genre de personnes. À l'inverse, chez Pchit, on a du B2B, donc vraiment dans le domaine HoReCa avec la partie, heu heu, établissement fixe. On a la partie festival, heu, Je vais juste dire Horeca pour ceux qui ne savent pas, donc c'est hôtellerie, restauration, ex café, exactement bar, quoi. et puis après on a toute la partie, événementiel, festival, où là, c'est même si c'est du B2B, c'est une façon un peu différente de gérer, parce qu'on se rend compte que dans les festivals, il y a autant des festivals professionnels, si je prends, bah, par exemple le Paléo, où là, il y a vraiment une structure, une organisation, un comité, enfin, il y a vraiment des salariés, donc il y a un travail différent. Puis après, il va y avoir des entités un peu plus, bénévoles, que ce soit, les fêtes de jeunesse qui existent dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, que ce soit même des festivals un peu connus, mais qui sont gérés uniquement par des bénévoles. Bah, là, on a une approche B2B, mais un petit peu B2C aussi, parce que ça reste des particuliers qui gèrent tout ça. Et après, on a la dernière étape où là, vraiment, on rentre dans le B2C. Alors, en partie avec les fûts de cocktails, pour des événements style mariage, anniversaire, enfin voilà. Et la partie canette où là, ça s'adresse en partie à du festival qui veulent enfin des petits événements qui veulent, un certain nombre de canettes et pas des fûts parce que c'est plus facile pour leur gestion. Mais surtout, ce qu'on est en train de lancer en ce moment, c'est notre e-commerce avec toute la partie, B2C pour les canettes pour les particuliers. Et puis là, je fais aussi un petit parallèle avec, la grande distribution, et même les petits magasins.
où là, c'est encore une façon un peu différente de gérer les entrées. Donc, on a vraiment des façons complètement différentes de travailler à ce niveau-là, au niveau de la réflexion prix, marketing, canaux de distribution. Et, et c'est pour ça que là, on a dû, quand on passe d'une entreprise à l'autre, il faut vraiment des fois un petit peu sectoriser les choses, stopper Kexman, on réfléchit à Pchit, on passe sur Pchit. À ce niveau-là, on a même dû cette année un peu mieux se restructurer entre nous, où finalement, d'un point de vue administratif, structurel, là, c'est les mêmes personnes, on va dire, qui travaillent dans Pchit et dans Kexman pour le développement, parce que bah, c'est plus de la routine, la mise en place. Mais par contre, d'un point de vue démarchage, développement et processus opérationnel, là, on a vraiment dû définir un petit peu qui faisait quoi pour éviter de mélanger les choses. Et juridiquement, c'est vraiment deux entités complètement séparées ou il y a une holding qui possède des parts dans les deux Non, alors à sociétés? l'heure actuelle, c'est vraiment deux entités séparées. Ça reste le même actionnariat, mais séparé. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, au registre du commerce, c'est deux entités différentes et il n'y a pas de holding qui détiennent les deux. À terme, pourquoi pas, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment séparé. Ok. Merci de partager ça. On va passer à la partie qui intéresse très souvent nos auditeurs. C'est la partie acquisition, croissance. Voilà, comment on fait, surtout au début. Donc, la question très directe. Alors là, peut-être tu nous dis, est-ce que tu réponds pour les services que rend Kexman ou les produits que vend Pchit? Comment vous avez trouvé vos tout premiers clients? Alors, je vais commencer dans l'ordre chronologique avec Kexman en 2021. Nos premiers clients sont venus de par notre étude de marché. C'est-à-dire qu'avant qu'on a finalisé notre business plan, euh, donc on avait vraiment un peu tous les détails aussi, où se fournir les fûts, la machine, donc vraiment qu'on avait bouclé un peu cette histoire, on a fait un bête Google Form qu'on a envoyé, pas dire de bêtises, mais à plus de 108 ans de brasserie, je crois, que ce soit autant en Suisse romande qu'en Suisse allemande, en leur demandant spécifiquement quels étaient leurs besoins, est-ce que nos services pouvaient les intéresser, et puis est-ce qu'il y avait d'autres services qui pouvaient les intéresser. Donc en fait, on a eu ce premier mailing qui est parti, où là, vraiment bêtement, on a été sur les sites de référencement des brasseries en Suisse, et puis on a tout recopié dans une base de données Excel, et puis on a fait un mailing avec nos adresses privées en plus, je crois. Ouais, peut-être qu'on avait déjà créé l'adresse Gmail de Kegsman, ou je sais plus, mais vraiment, c'était les tout débuts. Et ces gens-là, finalement, ont été notre base de départ lorsqu'on a lancé Kegsman euh, pour avoir nos premiers clients. Est-ce que tu te souviens sur 180 destinataires, combien ont bien voulu Alors, répondre? je m'en souviens plus du nombre exact, mais je m'en souviens qu'on avait un taux de un peu plus de 63%. Ouais. Et 63%. Mais c'est incroyable. Mais tu vois, je suis une brasserie, je reçois un email d'un gars que je connais pas du tout. Qu'est-ce qui me motive à te répondre? Pourquoi je te ferais l'étude de marché? Comment vous avez fait pour avoir un tel taux de réponse? Je pense qu'il a beaucoup aidé, sincèrement, c'est que le monde brassicole est quand même un milieu assez amical dans sa façon d'être. C'est-à-dire qu'il y a, les gens sont intéressés à échanger, à partager, et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Je ne sais pas si dans d'autres domaines ça aurait été le cas, si on avait fait un panel de PME, je sais pas moi, pour un service informatique par exemple, je suis pas sûr qu'on aurait eu un taux aussi élevé de retour. Mais nous, ça nous a conforté dans deux choses. Un, c'est que déjà c'était un milieu qui était positif à notre arrivée, que les gens recevaient bien l'information, même si évidemment dans ce panel de gens qui ont répondu, il y en a qui ont dit qu'ils n'étaient pas du tout intéressés, mais qu'ils étaient quand même, enfin ils avaient trouvé agréable qu'on les contacte pour connaître leur avis. Euh, D'un autre côté, ça nous a aussi conforté dans le besoin qu'il y avait. Donc ça nous a un peu confirmé euh, la raison pour laquelle on voulait lancer notre activité. Donc ça, c'était le point de départ. Ensuite, un fait qui était assez incroyable, en tout cas on s'y attendait pas, il y a deux canaux de communication qui nous ont vraiment permis de croître notre base clientèle. Un, c'était aller participer, oui, enfin participer, aller en tant que visiteur dans les festivals de bière. Euh, Pourquoi? Parce que pour les petites et moyennes brasseries, c'est souvent le brasseur, ou en tout cas
une personne importante de la brasserie qui est présente. Et du coup, si on va assez tôt dans le festival, on a le temps de discuter avec eux, de se présenter. Et finalement, rien que le fait de nous voir passer, petit à petit, les gens nous connaissaient. Donc ça, Donc, si je comprends bien, là, les brasseurs étaient là-bas en tant qu'exposants, par exemple. Vous alliez en tant que visiteur, mais c'est une forme de semi-networking, semi-prospection, mais plus sur le côté créer de la exactement. relation, si je Et en comprends fait, bien. ça nous permettait, bah, bêtement, plutôt que de faire une tournée en voiture et d'aller voir toutes ces brasseries, ce qui représente parfois pas mal de kilomètres, bah, ils sont tous au même endroit à un moment donné. Enfin, tous, en tout cas, ceux qui sont présents. Mais ça va, c'est des festivals qui, des fois, allaient de 5 jusqu'à 30, 40 brasseurs présents. Donc ça nous permettait vraiment d'aller voir les bonnes personnes. Là où ça coinçait un petit peu, c'est pour les brasseries qui étaient plus grandes, où là, finalement, sur place, n'était présent que soit du personnel engagé uniquement pour l'événementiel, soit des personnes vraiment qui sont dans l'opérationnel de la brasserie, mais qui ne sont pas les personnes décisionnaires. Donc là, on laissait évidemment notre carte, on laissait nos prospectus, mais on n'était jamais sûr que ça arrive à la bonne personne au final, parce qu'on les connaît. Enfin, je veux dire, moi-même, si je suis dans un événement comme ça, à la fin, je dois ranger. Je pense pas à donner la carte ou comme ça. L'autre canal qui était très important et qui reste très important pour nous, c'est assez incroyable, mais c'est Instagram. On a contacté beaucoup de brasseries via Instagram, que ce soit via notre compte Instagram en les suivant, soit tout simplement en leur écrivant des Instagram. Et on a eu maintenant, ça s'est un petit peu normé. On verra avec notre développement suisse-allemande, mais on a eu beaucoup de commandes via Instagram. Il y a des gens qui nous écrivaient bonjour, j'aimerais passer la semaine prochaine, récupérer 50 fûts, est-ce que c'est possible? Donc, on a vraiment eu ce canal-là qui nous a beaucoup porté. Et on s'est rendu compte que la tranche d'âge des brasseurs, en tout cas pour les micro-brasseries, petites brasseries, moyennes brasseries, c'était des gens qui étaient sur les comptes Instagram euh, et qui surtout les suivaient. Et c'est même eux, bah, même nous à l'heure actuelle, on suit aussi des comptes de fournisseurs pour les producteurs de boissons parce qu'il y a des nouveautés, il y a des nouvelles annonces, ce genre de choses. Donc ça, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux étaient vraiment, enfin spécifiquement Instagram, mais étaient vraiment un point important pour nous. Moins LinkedIn, mais vraiment Instagram important. Merci pour cette pépite. Ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent, donc tous ceux qui sont dans les business où on va avoir tendance à faire des photos, montrer ce qu'on fait, ça peut être une bonne idée de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le setting. Ça veut dire on s'intéresse aux gens, on like, on suit, et puis après c'est en DM, donc en message que ça se passe, à force de créer de la relation. C'est ça que tu es en Oui, train de nous dire. oui, vraiment, vraiment, il y a cette idée de peut-être un côté plus accessible sur Instagram. On est sur des réseaux qui sont moins professionnels. Alors, LinkedIn, c'est très professionnel. Des fois, on a l'impression, on a peur d'agresser les gens, peut-être en leur écrivant. Alors que sur Instagram, il y a vraiment cette notion de finalement, si tu es dessus, c'est parce que tu acceptes, en guillemets, de te faire un peu contacter. Et il y a ce côté pratique où aujourd'hui, on a tout sur le téléphone, quoi. Et malgré tout, je pense que la gestion d'une boîte mail ou la gestion d'un compte Instagram sur un téléphone, ça reste beaucoup plus facile. Et puis, sans parler de WhatsApp également, où on a un compte WhatsApp professionnel. Et on se rend compte, même en discutant avec nos clients, que même eux, ils ont, certains en tout cas, ils ont une base de clients avec qui ils conversent que par WhatsApp. Et il y a maintenant cette possibilité sur WhatsApp de mettre ton shop en ligne avec tes produits, le montant de produit, et de créer tes canaux où les gens intéressés ils peuvent avoir tes dernières nouveautés, ce genre de choses. Alors nous, c'est pas encore quelque chose qu'on a vraiment mis en place, mais on aimerait vraiment le faire parce qu'on se rend compte qu'il y a ce côté très personnalisé où les gens ils se sentent impliqués, ils se sentent touchés. Et le mailing, même s'il reste efficace, a un côté peut-être des fois trop professionnel. Et puis on a tellement de mails, je me suis dit, oui, bon, je le lirai plus tard. Instagram, WhatsApp, c'est là, c'est tout de suite. Et puis on a l'habitude, même dans notre usage privé, de tout de suite répondre ou de tout de suite. Ouais, c'est vraiment une messagerie instantanée. Un mail, un peu comme une lettre, on peut la mettre sous la pile et puis attendre le mois prochain ou avant d'y répondre. C'est un bon point que tu donnes parce que des fois, on a l'impression ou on a tendance à caser un peu les réseaux sociaux dans des cases, justement. Et tu parlais de tranche d'âge, mais il faut pas oublier que les 25-35 ans qu'utilisent Instagram,
Eh ben, dans 10 ans, en fait, ça sera les 35-45 ans. Cette vidéo, elle va sortir fin 2025 ou début 2026, mais certains pourront nous Mhm. voir dans 10 ans. Et ne pas sous-estimer ce côté, voilà, dans la poche, littéralement, sur le mobile, ce côté informel, parce que bah, les générations grandissent avec leurs réseaux sociaux, donc les usages changent. Et des fois, on a des idées reçues parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, on pensait comme ça, mais ça change. Et je pense que c'est important d'adapter ça au business. Si on revient sur la croissance, les indicateurs de croissance, l'acquisition, est-ce qu'il y a des KPI, est-ce qu'il y a des indicateurs que tu suis particulièrement chaque mois, chaque semaine, ou que vous suivez dans la boîte pour suivre la croissance? C'est quoi vos KPI principaux? En fait, nous, ce qu'on suit particulièrement, alors là, je parle toujours de Kexman, on va suivre l'évolution de nos clients, c'est-à-dire le comportement de nos clients. Si je reviens à cette crise brassicole qu'il y a eu ces 2 dernières années, euh, si on se basait que sur ce qui a été dit à droite à gauche dans les journaux, je pense qu'on pouvait fermer la boîte et puis prendre une coupe de champagne en se disant, bon, bah, on a essayé, et puis retourner à nos activités. Non, je pense que ce qui a été important, c'est de constater que bon nombre de nos clients, enfin une certaine quantité de nos clients ont disparu. Certains ont réduit la voilure, mais il y a eu aussi toute une partie de notre clientèle qui finalement a augmenté ses demandes, ses besoins. Pourquoi? Parce que finalement, cette crise brassicole, je ne sais pas si c'est un bon terme de dire elle a permis, mais en tout cas, elle a engendré un nettoyage naturel des brasseries qui étaient bien implémentées, qui avaient un carnet d'adresses solide et puis un fonctionnement solide, et puis celles qui étaient peut-être plus là avec des personnes plus dans la passion, mais moins dans le côté développement entreprise. Et du coup, les brasseries qui ont tenu le coup, c'est des brasseries qui ont finalement pu profiter de cette période pour augmenter leur clientèle. Donc nous, c'était important de voir que oui, on a baissé notre clientèle, en termes de nombre, mais par contre, on a augmenté la partie location dessus. Donc ça, pour nous, c'est un KPI très important de vraiment voir l'évolution de nos clients et quels sont leurs besoins futurs. Euh, Après, quelque chose qui est ultra important, c'est le suivi de trésorerie. Ça, c'est clair que pour une entreprise, je crois que c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on fait plus grand-chose. Donc, pour nous, ça a été aussi le temps de mettre en place une structure qui nous permettait de mieux anticiper notre flux de trésorerie. Au départ, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a des dépenses qu'on ne connaît pas, qui sont un peu inattendues. Certaines augmentent. Et nous, on a vraiment mis l'accent sur l'optimisation de nos services, mais de la gestion de nos fournisseurs et de nos propres dépenses à l'interne. Et ça nous permet vraiment de, de, de- ouais, bah, tout simplement d'économiser de l'argent et d'utiliser cette ressource pour des... Concrètement, ça veut dire que peut-être, comment dire, assisté ou guidé ou accompagné par une fiduciaire ou quelqu'un qui s'occupe de ça, vous avez un tableau de bord qui te montre, je sais pas, mois après mois, où part Exactement. Donc, l'argent, où on en à la est, base, qu'est-ce qui doit rentrer, c'est bêtement un c'est fichier ça? Excel qu'on a mis en place. Donc ça, c'est une recommandation que je donne à toute personne qui va se lancer. C'est faites un bête fichier Excel avec, comme un budget de la maison, j'ai envie de dire, avec qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je pense que je vais gagner, même si c'est difficile de le prévoir, et qu'est-ce que je dépense. Ça, c'est vraiment le B à bas, et c'est quelque chose qu'on n'a pas mis tout de suite en place quand on s'est lancé, qui peut devenir très vite compliqué quand on a peu de visibilité. À l'heure actuelle, je suis plus en train de travailler sur une solution intégrée avec notre logiciel comptable qui permet aussi de faire des scénarios. Donc ça, c'est quelque chose c'est juste un gain de temps surtout, parce que ça va directement prendre les données dans notre logiciel comptable et ça permet peut-être même d'être un peu plus précis en termes de dépenses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Alors, gentiment, pour faire une petite parenthèse, euh, avec Kegsman, donc c'était moi qui gérais vraiment la comptabilité depuis tout ce temps avec de base une fiduciaire pour faire les clôtures comptables.
Et puis, tout prochainement, c'est une activité qu'on va complètement déléguer à un partenaire, on va dire, fiduciaire et gestion administrative. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place, par contre, dès le départ avec Pchit. Donc ça, c'était un petit peu notre chance, j'ai envie de dire, d'avoir deux entreprises, c'est qu'on pouvait tester des choses de part et d'autre pour voir où est-ce qu'on s'en sortait le mieux. Euh, mais pour en venir là, maintenant, ce que je comprends, par exemple, c'est tout ce qui est dépenses. Pour anticiper, c'est vraiment important de très rapidement, quand on reçoit une facture, la rentrer dans le système. Même si le paiement, il est pour dans un mois, 2 mois, suivant les délais de fournisseurs. Mais ça permet vraiment de voir l'évolution du flux de trésorerie qu'on va avoir ces prochaines semaines, prochains mois. Et ceci amène à l'aide décisionnelle pour savoir si est-ce qu'on a le budget pour faire tel ou tel salon, est-ce qu'on a le budget pour faire une dépense marketing ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que j'apprends encore à affiner, et c'est très très important. Ouais, c'est un bon point que tu donnes et crois-moi, même après 25 ans, je suis toujours en train d'apprendre dans le sens que il y a des périodes où on le fait, des périodes où on le fait un petit peu moins, mais ça apporte beaucoup de clarté et de déchargement. Ça décharge mentalement en fait de le faire. Donc c'est un très très bon point que tu donnes. Si on revient à la croissance et peut-être on parle un petit instant ou d'acquisition plutôt de Pchit, comment trouver les premiers clients? Je crois qu'il y a même une partie e-commerce. C'est quoi le canal d'acquisition? Le SEO, la pub? Alors, Pchit, pour la petite Comment vous histoire, faites pour ça a trouver les clients? commencé grâce à un événement. C'est-à-dire que chez Kegsman, on avait l'habitude, on le fait un peu moins maintenant, mais on avait l'habitude d'acheter les bières de nos clients. Et puis, dans notre local au-dessus de Morges, à Pampigny, de temps en temps, il y avait des gens de la région qui venaient boire un coup. Et puis, voilà, c'était juste une sorte de petit after work. Et puis, on prenait du plaisir. Il n'y avait aucun but commercial là derrière. Et à force de discuter avec des gens de la région, sachant qu'on est dans une zone qui est assez campagnarde, avec l'esprit jeunesse au niveau des gens de la région, euh, j'ai plus les détails précis en tête, mais petit à petit, on s'est dit, ah, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans des fûts? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et puis, en s'amusant, on a commencé à faire des mélanges dans les fûts. Et la blague est devenue un peu plus sérieuse quand il y a en 2023 le Giron d'Apple, donc du village d'Apple, qui nous a dit, OK, on aimerait vraiment faire des cocktails en fût avec vous. Donc là, ça a été une démarche un peu différente, c'est qu'on a fait des cocktails sur mesure pour eux. Et grosso modo, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un événement où on a fait entre 150 et 200 fûts en fait, de cocktails. Donc ce qui est franchement pas mal du tout, surtout pour une première fois. Donc en fait, nous, on est parti de cette tranche de population qui était, on s'est dit, OK, mais en fait, ils sont assez accessibles. Ça, c'est l'avantage de ces jeunesses, c'est que bah, il y a plus ce côté convivial, facile à rencontrer. Et du coup, on a développé au départ notre démarchage sur ces jeunesses. Euh, Ça a fait du bouche à oreille. Du coup, dans ces jeunesses, bah, il y en a qui disent, ah, mais moi, j'ai une troupe de théâtre, donc on aurait besoin peut-être d'un ou deux fûts pour une soirée. Enfin voilà, c'est des choses, ça a pris un peu comme ça. Ensuite, on s'est dit, bon, bah, faut un peu se structurer quand même, parce que c'est bien beau de faire du bouche à oreille, mais il faut aller plus loin. Et maintenant, on est vraiment, pour toute la partie Eureka, on est dans du démarchage direct. Donc, ce qui fonctionne, c'est d'aller sur place, aller même au culot, hein, rentrer dans les bars, dire bonjour, est-ce que le patron il est là? Oui, non. Laisser des échantillons. Et ça, c'est vraiment dans le monde de l'Oreca, c'est une des façons qui prend du temps, mais je crois que c'est vraiment la façon la plus efficace pour essayer d'acquérir de la clientèle. Donc le Après, B2B, c'est du porte-à-porte, le B2B. oui, 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 clairement. Voilà. Et le Après, B2C, les privés ou même le alors, site si je e-commerce, peux comment encore ça? rebondir encore sur le B2B, Oui, bien il y a sûr. aussi la partie gestion via les distributeurs de boissons. Ça, c'est vraiment un monde qu'on a découvert aussi. C'est que dans le monde de la boisson, de l'Oreca surtout, il y a toute cette partie contrat des fois. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui sont sous contrat. Et là, du coup, tu dois convaincre l'établissement. Et si tu as assez de clients dans cet établissement, enfin dans divers établissements qui sont clients dans un distributeur de boissons,
bah, tu peux aller voir le distrib et lui dire: «Écoute, moi, j'ai tant de clients qui sont intéressés, je pense que ce serait intéressant que tu prennes mon produit au catalogue». Alors là, c'est une démarche qui est un petit peu différente parce que tu dois prouver au distributeur que ton produit, il est intéressant et puis après, tu as encore toute la partie où tu dois recalculer la marge parce que, du coup, il y aura un intermédiaire en plus. Et puis après, pour finir sur le B2B, il y a toute la partie salon. Ça, on se rend compte, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez fait jusqu'à aujourd'hui, mais on aimerait vraiment mettre l'accent, l'année prochaine dessus. C'est aller dans des expos, dans des salons et ça marche. Vraiment, il y a du retour, ça demande beaucoup d'investissement, que ce soit en temps ou même en moyens financiers, mais il n'y a pas de secret, il faut se montrer pour se faire connaître. Et ça Ouais, puis je pense que les clients, ils viennent dans ces salons un peu pour ça, ouais. donc ils veulent être Ils veulent être prospectés, quoi. prospectés, ils découvrent des nouvelles solutions, ça leur permet de tester le produit en direct. Nous, quand on est dans un salon, on a vraiment les tireuses avec les produits à la tireuse. On aura, parce qu'on avait pas quand on a fait nos premiers salons en 2025, mais on aura les canettes aussi à disposition. Donc ça permet vraiment de faire de la démonstration en direct et puis les gens peuvent goûter le produit et puis surtout, tu peux tout de suite leur répondre. Parce qu'on se rend compte des fois qu'il y a des gens qui goûtent les produits et si t'es pas là pour expliquer les avantages de ton produit, bah, des fois, ils passent à côté de quelque chose. Alors que quand tu es vraiment là pour faire une vraie dégustation, là, ça passe. Après, ça permet aussi de discuter tout de suite des solutions existantes, des possibilités à mettre en place. Ensuite, pour tout ce qui va être, le B2C, alors je dois dire que ça, c'est encore quelque chose à travailler pour nous, hein, vraiment. C'est un peu complexe dans le sens où on sait qu'il y a toute la partie e-commerce qui va être importante. Hem Ce qui est difficile dans la partie B2C, surtout dans la boisson, c'est où est ton produit, où est-ce qu'il est disponible? Mmh, Nous, quand on a rencontré des gens qui sont venus alors on fait, tous les derniers vendredis du mois dans nos locaux, on fait une soirée, enfin une soirée, on ouvre les locaux et les gens peuvent venir. Il y a une soirée à thème avec, je sais pas moi, soirée fondue, soirée, panini ou ce genre de choses. Puis les gens peuvent venir découvrir nos produits, ça marche pas mal. Mais ça marche bien avec les gens de notre région qui sont aux alentours et qui peuvent venir acheter les produits directement sur place. Et des fois, il y a des gens qui ont amené des amis qui étaient, je sais pas moi, de Genève ou du Valais, puis ils disent: «Ah OK, mais où est-ce que je trouve tes produits?» Ah, ça coince. Alors c'est pour ça qu'on a voulu accélérer le e-commerce, c'est déjà pour pouvoir vendre en ligne. Ça, c'est la première chose, que les gens, ils puissent commander en ligne et là, il va falloir faire un travail marketing évidemment. Donc là-dessus, on est en train d'analyser nos possibilités de travailler avec des agences plutôt que de le faire nous-mêmes. Parce que quand même, là, ça demande un suivi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, toutes ces plateformes digitales. Ça demande un travail, hebdomadaire en tout cas, surtout quand tu es une marque qui est pas encore connue. Après, on voit quand même que même si je cite des marques connues comme Coca-Cola, ils continuent à faire ce travail parce que c'est le seul moyen de rester un peu dans la tête des gens. Après, d'un point de vue disponibilité, il y a des gens qui veulent pas forcément commander en ligne et nous, on a beaucoup alors ça, c'est des tranches d'âge un peu plus âgées, mais on a des gens qui nous disent: «OK, mais où est-ce que je peux acheter ton produit, physiquement?» Donc ça, c'est un travail qui est très compliqué parce qu'il faut convaincre des magasins, il faut convaincre, la grande distribution avec ce que ça implique. Que ce soit, bah, de nouveau, c'est des intermédiaires supplémentaires, donc tu rognes tes marges. C'est convaincre quelqu'un parce qu'un magasin, il va pas te prendre, 3 canettes. Il va forcément prendre un petit stock, donc il prend un risque et après il y a aussi des investissements. Il y a des magasins qui vont dire: «OK, moi je prends tes produits, il y a pas de problème. Par contre, tu dois une, 2, 3 fois par année, venir faire la présentation de tes produits». Donc là, tu sais que ça va être des échantillons gratuits, du temps que tu dois devoir mettre à disposition. Alors c'est un investissement, mais en même temps, ça rassure le client. Là, quand je parle du client, c'est vraiment le client final. Donc c'est vraiment lui faire découvrir les produits et puis je crois que ça, on est tous un peu sensibles. On a tous été dans une foire, manger, je sais pas moi, le fromage du fromager du coin, la viande, n'importe quel produit, déguster le vin et ça nous rassure, ça nous donne envie d'aller de l'avant et puis on a l'impression de mettre un visage sur un produit aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir, clairement travailler en 2026, se positionner là-dessus et
Donc on se rend compte que tant d'un point de vue B2B que B2C, c'est beaucoup d'investissement de sa personne pour y arriver. Ça se fait pas, on fait un site et puis c'est parti, les gens vendent. Non, ça aussi, c'est un cliché que certains ont. On pense qu'il suffit de créer un site très rapidement sur une plateforme, de mettre nos produits, et puis c'est bon, on fait des petits posts Instagram et c'est réglé. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Et là aussi, il y a toute la partie rétention de clientèle qui va être importante. Euh, et ça, on le voit avec toutes les commandes qu'on fait aujourd'hui en ligne, bah, la partie où le client il reçoit un petit message, aussi donnez-nous votre avis ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a envie de mettre l'accent l'année prochaine. C'est clair, c'est clair. Et je pense toute la partie donc e-commerce, c'est un sacré chapitre. Tu fais bien de dire aussi que c'est un mythe. On va lancer notre shop en ligne et les clients vont venir. Je le sais pour avoir accompagné des dizaines de... En fait, moi, peut-être tu m'as connu via le club Cartonnet, mais mon business principal, c'est une agence de Mhm. développement. D'ailleurs, j'aurais une question par rapport à ça, parce que moi, je fais le switch. Vous avez fait un choix assez important aussi technologique de faire développer un outil sur mesure pour le Mhm. tracking, hein, tu en parlais tout à l'heure, des flux. Et je te pose la question, ça m'intéresse de voir de l'autre point de vue, du point de vue Oui. mandataire, en fait, qui va devoir choisir un partenaire technologique. C'est pas rien, en fait, parce que ça a un certain coût. Il y a un investissement aussi en implication pour expliquer les besoins, ce qu'il faut tester. Enfin, tu connais, hein, vu que tu es passé par là. Comment vous avez choisi votre partenaire technologique? Alors, donc nous, on a vraiment cette idée. À la base, c'était, je reviendrai là-dessus, mais aujourd'hui, cette application, elle est aussi commercialisée auprès de nos clients. Mais donc, à la base, on voulait un outil uniquement pour nous. Comme je l'ai expliqué précédemment, on n'arrivait pas à trouver sur le marché quelque chose qui nous corresponde. Et puis, en fait, on a commencé à prospecter, mais timidement, on a commencé à prospecter sur des partenaires technologiques. De par ma petite expérience dans le milieu du développement, petit aparté, mais j'ai travaillé pendant 1 année et demie dans une start-up euh, qui elle-même développait une solution rien à voir avec la logistique et qui travaillait avec des équipes en Inde. C'était vraiment leurs employés, mais en Inde. Moi, j'étais parti du principe que je voulais un acteur en Suisse. Pour une raison toute bête qui est la communication et la confiance. Non pas que je dis pas qu'il y a pas de confiance dans les développeurs à l'étranger, c'est pas du tout ça, mais c'est plus une question des fois de mentalité. Moi, je m'en souviens, dans cette entreprise, les développeurs, ils nous disaient toujours oui à tout. Puis après, au moment de la présentation, ils disaient ah, on n'arrive pas à faire ça. Mais ils avaient dit oui, puis du coup, on avait perdu un mois parce qu'ils avaient fait. Et moi, je m'étais dit non, il faut qu'on trouve un acteur où il puisse avoir une réaction rapide. Et puis, malgré tout, il y a ce côté rassurant de se dire, il est à côté de chez moi, si ça se passe vraiment pas très bien, je peux prendre ma voiture, aller toquer à la porte pour qu'on discute vraiment. Donc il y avait cet aspect-là. Et puis, donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre un acteur en Suisse. À force de discuter, en fait, bêtement, il y avait un brasseur, on va dire amateur, mais bon amateur, qui a dit: «Ah, mais vous savez, moi je fais ça. Moi je suis développeur informatique». Et il nous a proposé un rendez-vous et en l'occurrence, c'est dans une agence, c'est l'agence, Atypique à Genève, donc qui est une agence, je crois, relativement connue dans le domaine. Et puis ils nous ont reçus en étant intéressés, mais intrigués par notre demande. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'ils avaient, en tout cas dans le domaine, qu'ils n'avaient pas vraiment connu. Et il y avait ce côté de travailler dans un milieu de la boisson de façon détournée, parce qu'ils ne travaillent pas pour une brasserie ou quoi que ce soit, mais dans le milieu de la bière, et ils trouvaient ça intéressant. Et c'est comme ça, en fait, qu'a débuté l'aventure avec Atypique et qu'on a poussé plus loin le projet. Et l'avantage, je dirais, d'avoir travaillé avec quelqu'un qui était du milieu de la bière, c'est que il comprenait une partie, en tout cas, des problématiques qu'on voulait résoudre avec notre application. Et Le réseau finalement, parler de son idée et puis quelqu'un qui nous présente quelqu'un, quoi. bah, ça, c'est aussi quelque chose dont on s'est rendu compte dans nos domaines d'activité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler.
honnêtement, on considère pas avoir eu les idées du siècle. Donc oui, quelqu'un peut nous piquer l'idée, mais honnêtement, c'est pas grave. Heu, de là à ce que la personne te pique l'idée, qu'elle en ait le temps à investir, les moyens pour développer ce que toi tu avais en tête, tu as presque une plus grande chance de justement rencontrer des partenaires potentiels qui peuvent t'accompagner dans ce développement, plutôt que de te créer une concurrence, parce que j'ai l'idée, je veux pas la partager, non, non, ouais. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui nous a aidés, c'est de pouvoir, partager cette partie, discuter avec nos clients et c'est aussi ça qui a fait qu'on a décidé, 2000, exactement, c'est non, c'était début 2025, de pouvoir, hem, commercialiser cette application. Parce que donc il faut savoir que cette application à la base, elle était juste pour nous, pour pouvoir gérer nos 15 000 flux, sachant que dans le développement, on a fait quelque chose qui était connecté à notre logiciel comptable. Donc moi, j'ai une API entre les 2 systèmes et je peux générer mes factures mensuellement sans, devoir faire de l'export, import dans les différents logiciels. Et puis on a des clients qui nous ont dit, «OK, c'est hyper intéressant votre système, pourquoi est-ce qu'on peut pas y avoir accès nous?» Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et très rapidement, on a pu mettre à disposition pour les flux en location notre système. Donc maintenant, on le considère dans notre offre, en fait. On considère que dès qu'on a un nouveau client, il est tout de suite gratuitement, si tu veux, il a accès à cette application et puis il peut faire la gestion de ses flux. Et maintenant, ce qu'on a développé en plus, c'est le fait qu'ils puissent rajouter leur propre parc de flux dans le système pour pouvoir, l'intégrer et gérer. Après je parle de flux, mais c'est une application qui permet de gérer aussi, un parc de tireuses, enfin tout du matériel. L'idée, c'est du matériel que tu mets à disposition, savoir où il est, dans quel état et quand est-ce que tu vas le retrouver. C'est excellent, c'est une belle valeur ajoutée que vous apportez à votre service, donc c'est vraiment excellent. Merci d'avoir expliqué ça. Et salutations à nos collègues de Atypique de la part de Agistral, qui font du très bon travail Atypique. C'est une boîte très sympathique. Oui, ils nous ont beaucoup franchement, ils nous ont beaucoup accompagnés. Hem, Ils nous ont permis aussi de faire un peu garde-fou. Ils avaient la connaissance évidemment du développement et c'est vrai que nous, au départ, alors ce qui est pas faux, hein, mais au départ, on a l'impression qu'en informatique, tout est possible et réalisable. Ce qui est grosso modo vrai, mais après, il faut savoir garder les pieds sur terre et se rendre compte de qu'est-ce qui est vraiment utile. Et surtout, comme tu l'as dit, c'est des coûts très conséquents. Donc ça aussi, ça a été une grande décision dans notre domaine d'activité, savoir si ça valait vraiment la peine. À l'heure actuelle, je vais être tout à fait transparent, c'est quelque chose qui n'est pas encore rentable du tout, sachant qu'on a aussi lancé il n'y a pas si longtemps. Et ça fait aussi partie du développement de Kexman de beaucoup plus travailler sur l'acquisition de clientèle aussi dans ce domaine-là. Oui, puis je pense qu'on a affaire avec un partenaire qui est raisonnable, qui est dans les méthodes agiles, comme c'est le cas de beaucoup de boîtes modernes par rapport à certaines boîtes. On peut tout à fait lancer un MVP qui fait le job, et après, au fur et à mesure qu'il y a des moyens ou que c'est rentable, qu'il y a un ROI, bah, on ajoute des modules. Je te propose, Stan, qu'on passe à la partie, parce que tu l'avais évoqué dans les conseils que tu te donnerais à toi-même en 2021. C'est la partie organisation, gestion du temps. Tu as dit quelque chose de très important, de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Quelle distinction tu fais et comment tu fais à comprendre qu'est-ce qui est quoi? Urgent, important, les deux, ni l'un ni l'autre, comment tu fais? Alors important, c'est déjà définir l'impact des tâches. C'est quel impact ça va avoir? Est-ce que ça a un impact sur ma clientèle, sur mon daily business, ou est-ce que ça a un impact moindre? Ça, c'est la première chose. Euh, pour le coup, de devoir définir l'importance d'une tâche, ça permet aussi de s'enlever ce qui n'est vraiment pas urgent et vraiment pas important. Pourquoi? Parce que des fois qu'on est entrepreneur, on a des fois plein de demandes qui viennent d'ailleurs et qui nous cannibalisent du temps, entre guillemets. Et ça, c'est compliqué à gérer. Tout d'un coup, on a, je sais pas, quelqu'un qui nous a parlé d'un projet, du coup, on veut se mettre dessus, puis on oublie que l'important, malgré tout, d'une entreprise, bah, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir ne serait-ce que continuer l'activité. Donc ça, c'est ça vraiment un point important. Ensuite, sur la partie urgence, des fois, j'ai envie de dire, c'est bêtement, soit dans la timeline qu'on se laisse,
C'est prendre son agenda puis dire: «OK, mais cette tâche, elle doit être effectuée pour quel événement, pour quelle occasion?» et bah, du coup, en anticipant, je dois l'avoir terminée quand? Donc des fois, c'est bêtement prendre un agenda et placer ses tâches où est-ce qu'elles doivent être effectuées, en tout cas le dernier délai. Moi, j'ai appris à travailler avec la matrice d'Eisenhower. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Aujourd'hui, on va dire que j'utilise sous un autre format, de par les outils que j'ai à ma disposition. Donc j'utilise Planner de chez Microsoft, en l'occurrence et donc ça, c'est vraiment maintenant l'idée, c'est que je prends ma tâche, j'essaye de voir dans quelle partie de la matrice il faut la mettre et puis après, surtout, se mettre une échéance. Ça, c'est quelque chose d'important. Une échéance, ça ne veut pas dire qu'on peut pas repousser si tout d'un coup la tâche elle évolue, mais vraiment c'est important et ça a été quelque chose que j'ai dû faire un gros travail sur moi-même, parce que je suis procrastinateur de base et du coup, j'ai vraiment dû apprendre à me dire: «Mais stop, là, il faut mettre ça en place» et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pu, j'ai c'est l'importance qu'on a eu dans notre équipe, c'est d'avoir, des gens qui des fois, eux, sont plus à faire les choses tout de suite. Donc, ils comprennent pas pourquoi des fois, moi, je mets une semaine à mettre la chose, à, je sais pas, faire un appel ou quelque chose. Donc ça c'est aussi très important dans notre équipe, c'est ce partage où des fois mon collègue, il me dit: «Mais pourquoi tu l'as toujours pas fait?» Je dis: «Oui, c'est vrai, tu as raison, j'aurais pu le faire». Donc, voilà, ça c'est vraiment cette importance-là à prioriser et moi je l'ai vraiment développé cette compétence, lors de mes services militaires. Parce que pour faire une petite, parenthèse, moi je m'occupais de toute la partie, mise en place du cours de répète, logistique, commande du matériel, gestion des effectifs et et sans un planning, je suis mort. Je suis au bout du rouleau. Donc c'est la même chose en entreprise, je pense, et beaucoup de gens le font à titre, personnel dans les entreprises, je pense, mais c'est vraiment une chose capitale de savoir définir ses tâches, vraiment. Merci pour ces points, très, très, très pratiques, toute la valeur que tu nous as apportée. Moi, je tiens à vraiment respecter ton temps. Je vois Oui. l'heure qui avance. Tu m'as dit à quelle heure tu dois partir. Donc gentiment, on peut s'approcher de la fin de l'interview, mais j'ai 2 questions qu'on aime bien poser, toujours à la fin. La première pour toi, Stanislas, c'est est-ce qu'il y a une expérience particulière, professionnelle ou privée, que tu aimerais absolument vivre un jour? Bonne question ça. Je crois que d'un point de vue tant professionnel que privé, j'aimerais bien pouvoir, prendre le temps d'aller découvrir. Alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais d'aller découvrir le monde. Quand je dis le monde, c'est aller comprendre ce qui se fait ailleurs. Ça a été un peu la base de Kegsman, mais aussi un peu de Pchit, c'est, de voir ce qui se faisait ailleurs pour pouvoir l'importer chez nous. Et j'ai un petit peu cette même soif, aussi d'un point de vue privé, surtout aussi via ma femme qui veut absolument qu'un jour ou l'autre on puisse faire un tour du monde. Mais, c'est vraiment l'idée de je me rends compte à quel point c'est important d'aller voir ce qui se fait ailleurs, parce que c'est ça un moyen important de s'enrichir, heu, juste sur sa façon de travailler, sa façon de vivre au quotidien, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, parce que, ben, je pense que chaque pays, chaque civilisation a des choses importantes à apporter, dans sa manière de faire, dans sa manière d'évoluer et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais j'ai pu un peu le faire dans ma carrière. J'ai pu faire un stage pendant plusieurs mois à Madagascar, où j'avais vu un monde complètement différent du nôtre, heu, que ce soit dans la vie, du quotidien, que ce soit en entreprise, c'était un monde complètement différent. Je le vis un petit peu par d'autres, personnes que je connais qui sont entrepreneurs ou qui travaillent dans des pays, pas besoin d'aller trop loin, hein, mais dans des pays européens, qui ont malgré tout une autre façon de travailler que la nôtre et ça, ouais, j'ai bien envie d'un jour de concrétiser ça en allant vraiment prendre du temps pour, voir ça de mes yeux, sans devoir penser au reste. Stanislas, je te souhaite de tout mon cœur, de pouvoir réaliser ce rêve et qui sait, peut-être, dans quelques années, Avec grand plaisir, on j'espère. se recroisera et tu me diras: «Ça y est, je l'ai fait». La dernière question la dernière question pour toi, c'est qu'est-ce que le vrai succès dans la vie selon toi? Mmh, je pense que le vrai succès, c'est, d'arriver à l'équilibre dans sa vie. Hem,
il y a pas besoin d'être un entrepreneur pour avoir du succès dans la vie et il y a pas besoin d'être, le meilleur des employés d'une entreprise pour avoir du succès. Je pense que c'est vraiment, bah, finalement un peu comme un comme un projet entrepreneurial, mais dans un point de vue privé, c'est pas oublier de se mettre des objectifs et de se dire: «Où est-ce que je veux être?» Il y a cette question bateau qu'on a tous entendue, je pense, dans en tout cas, dans les clichés des entretiens, c'est: «Où est-ce que vous voyez dans 10 ans?» Mais elle est pas si bête cette question, si on la prend du bon côté, c'est: «Où est-ce que je me vois dans 10 ans?» Mais ça prend tout en compte, ça prend, l'aspect familial, l'aspect entreprise, l'aspect professionnel, l'aspect, philosophie même aussi et je pense que le succès, c'est de trouver cet équilibre. J'ai eu la chance dans ma vie de croiser des gens qui, ouais, qui ont une vie, simple, j'ai envie de dire, mais tellement plus riche finalement que ceux qui sont à la course du succès, 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 mais peut-être le mauvais succès justement. Et ça, c'est quelque chose que je suis loin d'avoir trouvé encore de mon côté, que j'essaye de mettre en place, que j'essaye parce que je pense qu'on se découvre, soi-même tous les jours aussi. Hem, mais ouais, je pense que se dire à un moment donné, je sais pas si ça arrive, hein, mais s'asseoir à côté d'un bon petit verre et se dire, «Ouais, là, je suis équilibré dans ma vie». Je pense que ça, c'est la vraie réussite. Magnifique, merci pour ces belles paroles. Merci pour toute la valeur que tu as apportée pendant cet échange, ta transparence, ta sympathie, comme je disais au début. Vraiment, la valeur que tu as apportée, c'est vraiment excellent. Si on souhaite te contacter, Stanislas, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va sur le site kexman.ch, sur Instagram? Comment on vous contacte? Comment on fait pour vous contacter? Alors pour nous contacter, oui, on peut aller sur le site Kegsman, donc c'est, kegsman.ch. Ou alors on peut aller sur pchit.co si on est plus intéressé par la partie, récréative et et amusement. Et puis, sinon évidemment il y a mon LinkedIn, il y a Instagram, vraiment faut pas hésiter à prendre contact, soit par mail aussi, il y a vraiment aucun problème. On est toujours disponible. Super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois et je te dis à tout bientôt, Stanislas. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté de la valeur. Peut-être ça va te faire réfléchir ou ça t'a apporté un déclic sur un sujet ou l'autre. Et maintenant, on t'invite à faire une de ces 3 choses, de la plus simple à celle qui est la plus généreuse finalement. La première, et ça c'est clairement la base, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. En t'abonnant et aussi en activant la cloche, tu as beaucoup plus de chances d'être averti lorsqu'on sort un prochain épisode. Et crois-moi, on en sort beaucoup et il y en a qui arrivent avec énormément de valeur. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, bien entendu, c'est de penser à un ami, une personne à qui cette vidéo pourrait être utile, ce podcast pourrait lui apporter de la valeur. Tout simplement, tu appuies sur le bouton «Partager» ou tu copies l'URL et tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, la personne en question te sera infiniment reconnaissante et nous aussi, parce que ça nous aide à faire connaître la chaîne, faire connaître le podcast et donc ça nous encourage à continuer sur cette voie. La troisième chose qu'on t'invite à faire, attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah bah non, mais c'est clair. Peut-être que pendant l'épisode, tu as, pensé à quelque chose, une question, tu aurais voulu poser une question à l'intervenant, de l'intervenant et donc on t'invite maintenant à la poser ici en commentaire. Comme ça, soit moi-même, soit la personne pourra répondre et c'est une façon de continuer les échanges. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.